Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Éco-débat ouvre le débat aujourd'hui sur un facteur clé du développement du continent, la bonne gouvernance. Une notion politique creuse pour beaucoup, car bien loin d'être la réalité dans les collectivités locales ou encore au plan national dans certains pays. Qu'entend-on par bonne gouvernance? Comment arriver à construire la bonne gouvernance? Quels sont les fondements de la bonne gouvernance et surtout où se situent nos États africains sur le baromètre de la bonne gouvernance? Tentative de réponse avec nos invités du jour. Dr Christophe Kwame, vous êtes le président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et avec nous ici en studio, M. Frédéric Abbé, vous êtes coordonnateur sectoriel en charge au ministère de la bonne gouvernance et du renforcement des capacités en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. Alors, messieurs d'entre-deux-jeux, bonne gouvernance, il faut aller à la bonne gouvernance. Comment on peut définir la bonne gouvernance? Qu'est-ce qu'on met dans la bonne gouvernance? Alors, sans vouloir citer forcément les définitions qui sont d'ailleurs multiples en fonction des partenaires, Banque mondiale, PNUD, Union européenne, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'ensemble des processus par lesquels les institutions et les politiques sont pilotées en matière de prise de décision, en matière d'affectation des ressources et en matière de gestion de ces ressources. Pour faire simple, voilà une définition qu'on peut retenir. Ce qui est invariant dans les différentes définitions des partenaires, c'est un certain nombre de principes. Et ce sont ces principes qui sont les éléments les plus fondamentaux pour comprendre ce que c'est que la bonne gouvernance. Un principe comme celui de l'état de droit, le respect de la législation, la garantie des droits fondamentaux, le respect des équilibres constitutionnels entre les pouvoirs, le principe de responsabilité par lequel les États doivent s'engager à rendre des comptes, le principe de la transparence par lequel les États doivent permettre aux citoyens d'avoir accès à des informations, par lequel le processus décisionnel doit être assez transparent pour qu'on puisse les évaluer plus tard et en juger la pertinence. Vous avez aussi le principe d'efficacité. Pour un État, ce qui est important, c'est la délivrance des services publics de toutes sortes. Des services publics de sécurité, des services publics d'éducation, de santé. Et de ce point de vue, pour les populations, il faut que ces services publics permettent de répondre à des besoins effectivement et partout sur le territoire. Là, on est sur la notion d'efficacité. Voilà un certain nombre de principes qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'on peut considérer comme une notion creuse ou un fourre-tout, la bonne gouvernance, mais qui en fait est une manière d'appréhender le développement au-delà des simples résultats économiques, la croissance, les exportations, mais en termes de processus de décision et de façon de diriger, de piloter la cité. Et justement, depuis quelques années, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un ministère, d'un département ministériel en charge de ce secteur. Comment est-ce qu'on peut évaluer la progression? Est-ce qu'on peut dire que la bonne gouvernance, il y a du mieux, il y a quelque chose qui est fait concrètement? Alors déjà, je vais juste préciser que le ministère est né à la faveur du dernier remaniement ministériel, donc en avril 2021, il a juste quelques mois. Ceci dit, il faut préciser que l'activité de promotion de la bonne gouvernance existe depuis un certain moment en Côte d'Ivoire en termes d'institutions en charge. Le ministère lui-même est le résultat de la mutation du secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités qui est né en fin 90 et qui a évolué aujourd'hui pour qu'on reconnaisse ce ministère de la promotion de la bonne gouvernance. Alors, le ministère a été créé en respectant la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et il s'agit de répondre ici en fait à une demande forte, de plus en plus croissante d'ailleurs de la population, mais aussi à une demande de nos partenaires pour améliorer notre système de gestion, et d'autant plus qu'à la faveur des résultats, des notations au niveau des indicateurs internationaux, nous avons remarqué qu'il y a eu un léger recul ces dernières années. De 2012 à 2019, à 2018 notamment, il y a eu une expansion qui était liée beaucoup à un ensemble de réformes qui ont été mises en œuvre. La création de la commission d'accès à l'information et la documentation d'intérêt public, la loi sur l'accès à l'information, la création de la haute autorité pour la bonne gouvernance, la révision de la vieille loi des années 70 en matière de prévention et de lutte contre la corruption, qui est l'ordonnance 2013-660, et d'autres innovations qui ont été faites avec une toute des récentes, la création du pôle pénal économique et financier. Alors donc on peut dire que les lignes bougent au niveau de la bonne gouvernance. Tout à fait. Docteur Kwame, je me retourne vers vous en tant que société civile. Comment vous analysez cet état de fait? Vous partagez cette même vision ou il y a un... Alors,
Effectivement, je partage cette vision à moitié, pour la simple et bonne raison qu'effectivement, il a raison sur tous les plans. De 2012 à aujourd'hui, les réformes juridiques et institutionnelles se sont accélérées avec le dernier né en 2000, enfin deux derniers nés, parce qu'en 2021, autour de janvier, il y a eu le pôle pénal économique et financier, et en mars, il y a eu le ministère dont il est le représentant ici aujourd'hui pour lutter contre la bonne gouvernance. Mais pour évaluer la gouvernance et les conséquences de la gouvernance qui sont la mise à disposition des citoyens de services sociaux et d'infrastructures sociales de base pour augmenter la qualité de leur vie, il y a deux éléments. Il y a l'élément des réformes juridiques et institutionnelles, qui sont la mise à niveau du corpus juridique, mais en même temps l'élément de la finalité. Et à ce titre, la société civile n'est pas satisfaite, et il l'a dit tout à l'heure, c'est pour cela d'ailleurs que le président de la République vient de revoir tout le système, tout le dispositif, et a nommé ce ministère-là qui va venir maintenant chapeauter tous ces éléments pour aller dans le sens. Je donne deux chiffres juste pour rappel. De 2011 à 2020, le budget national de 2011 était de 3 040 milliards de francs CFA. Le budget de 2020 était de 8 061 milliards de francs CFA. Ce budget a évolué de 62%. Dans la même période, la croissance économique était de 7%. Si on prend le recul de la pauvreté, vous verrez qu'en 2011, nous étions à 46,3%. Et en 2020, nous sommes à 46,3%, 48,3% en 2011 et 46,3% en 2020 selon la Banque mondiale. Ça veut dire que la pauvreté a reculé de 4%, là où le budget a évolué de 68%. Donc entre les deux, nous on analyse simplement que la corruption est passée par là. Donc, au-delà des réformes juridiques et institutionnelles, il va falloir trouver le système pour passer de la loi à la conformité de la gestion des politiques publiques et à leur efficacité. Il en a parlé dans le corpus d'indicateurs pour dire qu'on fait de la bonne gouvernance. Un des éléments, c'est l'efficacité. Et je crois que c'est le nouveau départ. Pour avoir fini maintenant le corpus juridique, nous allons passer à la dernière phase qui sera sûrement l'efficacité des politiques publiques. Alors l'efficacité, mais avant d'arriver à l'efficacité, il y a le côté transparence. Vous avez parlé tout à l'heure de transparence. Est-ce que c'est vraiment de mise ? Est-ce que les citoyens aujourd'hui ont la capacité de demander des comptes et surtout d'avoir les comptes? Parce qu'on entend beaucoup en tant que journaliste qui mène des investigations. Oui, on a demandé telle information, mais c'est difficile, on n'arrive pas à avoir accès. Alors qu'il y a la KIDP qui est mise en place pour cela. Toujours cette difficulté d'accès à l'information. Qu'est-ce que... S'il vous plaît, j'aimerais, comme c'est les citoyens, j'aimerais aider tout le monde à comprendre qu'une chose est de mettre en place les lois, une autre est de la diffuser. Aujourd'hui, nous avons 202 mairies, donc probabilité d'affichage de 202 informations dans les mairies. Nous avons 20 régions, possibilité d'affichage, et nous avons 14 districts. Nous pensons, comme le représentant du ministère là, qui ramène au ministre que la société civile pense que le ministère qui vient d'arriver pour faire la promotion, en lieu et place des anciens schémas qui coûtaient cher, qu'on nous permette un partenariat d'affichage et d'information et de sensibilisation des citoyens. Parce que ce ministère, il a été créé pour ça. Et qu'est-ce que vous entendez par affichage? Les décisions prises par le ministère doivent être affichées? Aujourd'hui, si vous prenez la loi sur la KIDP, on vient de sortir d'un séminaire, il y a quelques journalistes encore qui ne savent pas qu'ils ont le droit d'écrire et de saisir l'autorité pour avoir les informations d'investigation. Il y a encore une suspicion légitime. Donc le savoir déjà va sauver la bonne gouvernance. Donc pour nous, ce savoir-là passe par exemple par le ministère de la Promotion qui peut nous aider avec un décret ministériel de nous permettre, nos sociétés civiles, de faire ces informations, ne serait-ce que sur le corpus juridique de la bonne gouvernance, c'est-à-dire l'ordonnance 660, pour que les citoyens sachent déjà que cette loi existe. Avec l'existence, comment saisir les autorités en cas de problème ou d'inefficacité des politiques publiques. Donc c'est là la clé de la réussite de ce programme-là. Nous avons 202 mairies, nous avons 20 régions,
nous avons 14 districts. En plus, nous avons des directions régionales de tout ce qu'il y a comme administration centrale. Donc, si on met tout ça sur le joug de la sensibilisation et qu'on a juste un décret ministériel et que le point focal nous accompagne dans cette sensibilisation parce que c'est le travail qu'il fait depuis 20 ans avec la société civile, je pense que très vite, on va atteindre les cibles des gens qui sauront comment faire les saisines, des gens qui sauront que, après avoir demandé à l'administration l'information, quand ça n'arrive pas, pour les journalistes et les chercheurs, c'est 2 semaines, pour la société civile, c'est 1 mois, ils pourront après ça saisir la KIDP. Donc ce processus n'est pas suffisamment connu pour que les citoyens puissent faire de bonnes saisines, de bonnes dénonciations, pour que le processus de toutes ces lois-là soit efficace vis-à-vis des canards boiteux de l'administration publique. Alors, un mot à ajouter, M. Frédéric? Oui, je ne vais pas parler des cadavres boiteux. Ceci dit, je pense qu'on peut s'accorder sur la question du déficit d'information au sein de la population. Par exemple, aujourd'hui, pratiquement tous les ministères ont un site internet. Mais vous constatez encore qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne savent pas où aller chercher certaines informations qui existent pourtant. Le budget de l'État, par exemple, il est chaque année publié en ligne dans sa version projet, sa version finale mise en œuvre et sa version clôturée, la loi de règlement. Il y a très peu de personnes qui le savent. Ceci dit, il faut reconnaître qu'il y a tout de même quelques résistances encore au sein des structures administratives qui sont dues parfois aussi au manque d'information. Et puis, il y a certainement un corpus législatif et réglementaire à renforcer sur la question même des procédures par lesquelles une personne dans une administration donne des informations à un citoyen qui le demande. Pour le moment, ça se fait essentiellement sur la base de la voie hiérarchique. La question est posée, le supérieur dit « vous pouvez le faire ». Mais il y a peut-être besoin d'avoir un dispositif qui encadre mieux. Il y a un autre problème qui se pose aussi, c'est la question de la conservation de la mémoire. Ce n'est pas propre seulement à l'administration ivoirienne, l'administration publique, je veux dire, vous trouvez le problème dans le secteur privé, vous trouvez le problème aussi dans les établissements. Nous n'avons pas toujours la possibilité de garder sur une longue période des documents qui sont déjà établis. Et de ce point de vue, la dématérialisation peut être une solution en permettant d'avoir un stockage électronique avec les contraintes qu'il y a en termes matériels, en termes de consommation d'énergie aussi, parce qu'il faut des serveurs pour tout ça. Ben, c'est des solutions qui existent et que nous pouvons utiliser. Donc oui, effectivement, c'est une question à prendre en compte. Et je dois dire aussi, souvent quand on parle du ministère, on se focalise sur promotion de la bonne gouvernance et corruption. Le ministère a toujours eu la mission de renforcement des capacités. Donc pour le problème que pose le Dr Kwame Christophe, il y a bien sûr des actions qui vont être menées et qui sont en cours de préparation auprès de la société civile pour les appuyer dans le relais du message en termes d'accès à l'information, en termes de promotion de la transparence, y compris la transparence budgétaire. Et il y a même des formations qui auront lieu bientôt en matière de suivi budgétaire qui seront à l'intention de la société civile. Autre chose que je pourrais ajouter pour terminer, pour ne pas être trop long, le ministère a déjà entamé des échanges avec un ensemble d'administrations publiques, des sociétés publiques aussi, pour la mise en place de dispositifs de conformité et de dispositifs anticorruption. Donc ces dispositifs anticorruption vont comprendre notamment des mesures d'affichage des procédures, délais et tarifs pour la délivrance des actes administratifs qui sont disponibles dans ces administrations. Alors vous mettez les pieds dans le plat parce que c'est là que je voulais en venir. On a parlé de tous ces fondements, ces fondamentaux de la bonne gouvernance, mais quand on regarde l'état ou la situation de nos États au niveau de l'Afrique de l'Ouest, quelles sont les priorités? Quels sont les secteurs au niveau de la bonne gouvernance qui sont en priorité, sur lesquels il faut travailler? Alors, c'est difficile a priori de définir un secteur parce que c'est une question qui est transversale. Ceci dit, si nous nous mettons du côté de la population, les secteurs qui, à mon sens, sont ceux qui devraient focaliser l'attention sur les secteurs sociaux, ceux qui délivrent des services pour la vie au quotidien des personnes. Donc, la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, l'assainissement, auxquels on pourra ajouter les services d'identification, qui sont fondamentaux aussi pour le devenir d'une personne. Donc là, voilà quelques éléments. Ceci dit, on ne peut pas négliger le secteur des finances publiques, puisque c'est ce secteur-là qui irrigue tous les autres à travers les financements qui sont donnés. Donc c'est un secteur transversal qui est important aussi.
Et il y a des efforts qui sont faits, bien sûr, il y a des choses à faire encore parce qu'il ne faut pas non plus penser que tout est beau. Et bien évidemment, au niveau du ministère, nous sommes conscients qu'il y a des efforts à faire et nous avons entamé des actions dans ce sens-là pour accompagner l'ensemble de l'administration, les sociétés publiques, les sociétés privées et puis surtout répondre aux besoins des populations. Les besoins des populations. Dr Christophe Kwame, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Rien à ajouter. Alors, je voudrais vous demander, au niveau de l'éthique, on va dire de l'équilibre de l'information et de la transparence, est-ce qu'un citoyen lambda, aujourd'hui, peut se lever et aller demander à, je ne pourrais pas dire monsieur le ministre, à un directeur général d'une grande structure, quel est l'état de votre société? Combien vous avez eu comme budget? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Est-ce que cette possibilité est donnée aux citoyens actuellement? Ou bien il n'y a que des organes de contrôle et le citoyen ne fait qu'observer? Bon, alors déjà, nous revenons à la question de l'accès à l'information. Donc, que ce soit les organes de contrôle ou les sociétés que vous citez, publiques, voire même les sociétés privées qui ont une mission de service public, parce qu'elles sont aussi assujetties à la loi sur l'accès à l'information, il y a une procédure, une demande qui est faite à l'adresse de ces organisations. Si je me souviens bien, les délais, c'est 1 mois de réponse, 2 semaines pour les chercheurs et les journalistes. Et il y a la KIDP a des possibilités aussi de suivre, de sanctionner ou de faire un plaidoyer pour faire en sorte que l'information soit donnée. Maintenant, sur ce volet de possibilité du citoyen d'avoir accès à l'information et de participer même, il y a un aspect sur lequel il y a certainement des choses à améliorer. Quand vous prenez le processus d'élaboration de la loi de finances, il y a un débat d'orientation budgétaire qui a été institué. Dans ce débat-là, la population et les organisations de la société civile ne sont pour le moment pas investées d'un point de vue institutionnel. Ça peut être de façon discrétionnaire, mais du point de vue institutionnel, ils ne sont pas invités. Donc, du point de vue, par exemple, de la participation du public à la politique budgétaire, nous sommes quelque peu... Il y a des points d'amélioration qui sont des axes très forts. Il y a des points d'amélioration. Dr Christophe Kwame, au niveau de la société civile, lors de l'élaboration des budgets au niveau des finances publiques, est-ce que vous, la société civile, vous êtes intégré à ce projet? Depuis 2 ans, le budget citoyen s'est ouvert à la société civile et nous sommes à la 2e année où nos représentants ont participé à l'élaboration de ce budget pour essayer de dire à l'administration publique débitrice d'obligations qu'il y avait des secteurs prioritaires, comme l'a dit M. Abbé tout à l'heure. Mais je voulais quand même, sur la première question que vous avez posée, revenir pour dire que, en fait, le premier problème posé relativement aux citoyens ou à la société civile de demander des informations à une administration publique et ou même essayer d'influencer une ordonnance ou un décret ministériel existe. Mais en amont, il faut dire que les membres de l'administration, certains, ne savent pas comment le système a fonctionné pour donner ce droit aux citoyens. Je ne sais pas si vous voyez, historiquement, au niveau de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, historiquement, il a été question que la garantie des citoyens, à l'article 12, je crois, la garantie des citoyens soit faite par une force publique qui ne soit pas pour le gouvernant, mais pour tout le monde. Cette force publique, à l'article 13, on dit pour son entretien, il faut lever l'impôt et cet impôt doit se faire par tout le monde. Et à l'article 14, cette déclaration dit, comme vous avez payé, vous avez mis votre argent dans la cagnotte qui s'appelle les impôts, d'accord? Vous avez le droit par vous-même ou par la personne désignée, le législateur, d'aller contrôler. Mais on s'est rendu compte au fil du temps, ça c'est depuis 1789, que le système traditionnel de redevabilité, qui est l'exécutif, M. Abbé en a parlé tout à l'heure, le législatif et le judiciaire ne jouaient pas vraiment leur rôle. C'est comme ça, par derrière, ces 30 dernières années, ces 50 dernières années, des nouvelles lois sont venues pour prendre le citoyen. Parce qu'en fait, de démocratie, on a donné un mandat à l'élu et au président de la République et au gouvernement de faire notre travail à nous. C'est vu les résultats que des nouvelles lois, des nouvelles dispositions de gouvernance, de OGP, toutes ces initiatives sont venues renforcer en fait le pouvoir des citoyens. L'exemple des partis politiques qui aujourd'hui sont financés par l'argent public et qui ne font pas de rapport. La Cour des comptes,
la haute autorité fait un communiqué pour dire déclarer. Civis Côte d'Ivoire écrit aux partis politiques, un parti nous appelle, le directeur financier, nous demande en quoi une ONG a le droit de venir voir l'argent public qu'il a reçu de l'État. Donc nous voilà en train d'expliquer à ce monsieur, cadre supérieur de la nation, que je ne vais pas citer, que en tant qu'argent public, en tant que citoyen ivoirien, j'ai déjà de l'argent là-dedans parce que l'État est composé de citoyens. Donc il y a un certain nombre d'éléments au-delà de dire, parce que très souvent on se focalise sur la loi et ses conséquences. Mais en amont, l'éducation à la citoyenneté, pour que tous les membres de l'administration publique comprennent que le service de l'État, l'administration publique, appartient dans un premier temps à la population, c'est-à-dire le travail de la fonction publique, le travail de l'État, sa conséquence ou ses fruits, c'est pour rendre la prospérité au pays et rendre heureux les citoyens. Donc, cette articulation-là, souvent, on n'en parle pas suffisamment sur les plateaux. On parle des conséquences et donc, on arrive dans la mairie, le maire, c'est pas qui doit nous rendre compte, c'est des grands mots, hein, au séminaire, ici, on en parle à Abidjan. Donc, moi, je pense que en termes de demande, nous l'avons fait, nous avons un exemple qui est positif, donc je pourrais peut-être, si vous me permettez, dire le nom du ministre, un ministre de la République en 2020 qui a écrit une note ministérielle pour augmenter le prix des produits phytosanitaires. Importation, détention, changement de nom et tout. Civis Côte d'Ivoire a écrit au ministre de l'Agriculture, M. Adjoumani, pour lui dire, monsieur, nous sommes le 14 juillet 2020, vous avez écrit une note ministérielle pour augmenter. On vient d'arriver de Bondoukou, l'anacarde ne s'est pas vendu, le café cacao ne s'est pas vendu. Mais vous voulez nous tuer parce que Coco Vigo, demain, avec les produits phytosanitaires, la tomate, l'oignon, tout ça, notre assiette va coûter cher. Je vous assure, la réponse du ministre est là. Le ministre a dit, je suspends l'augmentation, je discute avec les autorités. Donc, ce qui manque ici, c'est la connaissance des procédures et de la possibilité que nous offrent toutes ces lois-là de faire ce qu'on a à faire. C'est pour cela que je reviens encore pour dire, monsieur le représentant du ministre, de la promotion de la transparence, vous avez énormément de choses à faire en partenariat avec nous pour nous donner l'autorisation de donner ce savoir-là partout dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Justement, je dois vous reprendre au mot en parlant d'autorisation. On arrive pratiquement au terme de cette émission. Mais en termes d'autorisation, quels sont vos grands axes au niveau de la bonne gouvernance? Quelles sont vos priorités, on va dire à moyen terme? Parce qu'on voit l'urgence quand même. À moyen terme, déjà, je crois qu'il faut ramener un peu plus de confiance entre la population et les gouvernants. Parce qu'il y a une certaine crise de confiance qui se manifeste régulièrement. Et il y a besoin aussi de faire en sorte qu'on ait un ensemble de dispositifs qui améliorent la possibilité pour les citoyens d'aller vers l'administration et de demander des services. Par exemple, lorsque vous allez demander un extrait de naissance, il faut que cela puisse se faire rapidement, que cela puisse se faire sans qu'on vous demande quoi que ce soit, en plus de ce qui est prévu. Et donc cela passe par exemple par la dématérialisation. Dessus, on a quand même une limite, c'est qu'une grande partie de la population n'est pas alphabétisée. Donc il y a quand même là un obstacle. Et il y a aussi la question de l'obstacle de l'accès à Internet. Donc, qui va au-delà de la compétence même du ministère. Donc ça, c'est sur l'aspect gouvernance. Il y a la question de la dématérialisation des actes qui est particulièrement importante. Au niveau de l'aspect lutte contre la corruption, il y a quelques améliorations probablement apportées au niveau de l'ordonnance 2013-660. Il y a aussi des dispositifs de prévention et de détection qui doivent être renforcés. Et de ce point de vue, le ministère ambitionne assez rapidement de lancer une plateforme multicanale qui permettra aux citoyens de venir signaler des cas de corruption qu'ils auraient remarqués ou qu'ils auraient vécu. Donc, soit par Internet, par une ligne verte ou par l'accueil de personnes dans les bureaux du ministère. Puis, bien sûr, il y a aussi la question de l'éducation, de la sensibilisation. Donc, de ce point de vue-là, il y a des initiatives qui sont déjà entamées à travers la mise en place de comités éthiques en milieu scolaire. Justement, je vais rebondir sur le comité éthique, ce sera peut-être le mot de fin. L'éthique est quand même au centre de la bonne gouvernance. Est-ce qu'il existe une charte d'éthique
au niveau de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire? Oui, il y a plusieurs chartes. La dernière a été signée par le gouvernement en 2021 avec une remise à jour de cette charte, et notre satisfaction va dans le fait que il y a à peine le mois passé, le Premier ministre Patrick Hachi a fait une réunion où il a déclaré qu'une majorité des ministres n'avait pas atteint l'objectif qu'il leur avait assigné pour les 3 derniers mois. Donc, le fait que le deuxième homme fort, je dirais, du gouvernement puisse publiquement dire, parce que n'oubliez pas que la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, se fait énormément de symboles. Quand le chef a dit qu'à partir d'aujourd'hui, voilà ce que nous allons faire, symboliquement, ça conscrit déjà, je dirais, les canards boiteux qui sont dans le système, parce qu'il y en a, mais il y a des gens quand même qui font leur travail. Donc, toutes ces chartes d'éthique qui ont été signées, il nous reste à tous les ministères et à toutes les administrations publiques de les mettre en ligne. Il nous reste que les collectivités territoriales, qui souvent sont délaissées, on les oublie, parce qu'ici on parle souvent des ministères de l'administration publique, toutes ces collectivités-là doivent se mettre à jour relativement aux lois et aux codes qui les obligent. Le Code de transparence de la gestion des finances publiques, qui est une loi récente de 2014, en plusieurs points demande aux ministères, au secrétariat d'État, aux sociétés d'État et à toutes les collectivités publiques et même aux concessionnaires de services publics, c'est-à-dire ceux qui viennent signer des contrats et puis font ce que le ministère, l'État doit faire. Je parle des gens qui gèrent par exemple les ponts, je donne cet exemple-là. Tout ce monde-là est assujetti à des obligations qu'ils ne mettent pas en œuvre. Donc, Civis Côte d'Ivoire, sur votre plateau, demande un partenariat officiel avec le ministère parce qu'on a un projet qui est déjà prêt, indicateur dynamique de transparence, qui, sur le même projet, ressort les indicateurs qui ne sont pas mis en œuvre. C'est-à-dire, vous avez la loi de la décentralisation, vous avez le code de transparence, vous avez le statut de la fonction publique, et à l'intérieur de tout cela, la loi dit, monsieur le maire, vous devez faire ci, monsieur le conseiller régional, vous devez faire ci. Le maire doit publier de manière semestrielle la dette. Mais qui le sait? Donc nous avons mis ça dans un document et nous disons que chaque mairie doit avoir un site internet. Le patrimoine roulant et locatif. Alors on est un peu pris par le temps, mais on retiendra l'importance de l'indicateur de transparence. C'est bien cela. L'indicateur dynamique de transparence. L'indicateur dynamique de transparence. Merci en tout cas, Dr Kwame Christophe. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Et nous étions aussi avec vous, M. Frédéric Abbé. Vous représentez ici le ministère en charge de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Merci encore pour vos éclairages concernant la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, la bonne gouvernance, nous devons la déployer, la développer dans chacun de nos secteurs, de nos départements ministériels et de nos entreprises. Merci encore et c'est ici que se referme cette émission Agréable Sud au programme sur nos antennes.